Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. Ce dimanche, c'est la journée africaine de la médecine traditionnelle. Le thème de cette 12e édition est collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et les praticiens de la médecine conventionnelle. Raymond Goudoukofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, invite les praticiens de la médecine traditionnelle à prendre une part active à la certification scientifique de leurs médicaments. Awa Sissé, Victorine Yaoyobwe. La médecine traditionnelle, autrefois banalisée, est devenue aujourd'hui une priorité pour les États et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une journée internationale est consacrée à cette médecine depuis 12 ans. Pour cette 12e célébration, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida situe l'importance de la médecine traditionnelle. Le développement de la médecine traditionnelle demeure un objectif à atteindre pour tous les pays membres de l'espace CEDEAO et de plus en plus au niveau mondial. Elle représente donc un complément aux prestations de soins de santé de la médecine conventionnelle. Le gouvernement va soumettre bientôt au Parlement un projet de loi portant organisation et exercice de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle en Côte d'Ivoire. L'objectif du gouvernement à travers cette loi est de mettre à contribution toutes les nombreuses expertises exerçant dans le domaine de la pharmacopée pour faire avancer la recherche et permettre ainsi aux populations de tirer le meilleur profit de cette médecine. La définition du cadre juridique et réglementaire de la médecine traditionnelle constituera un autre geste fort du gouvernement après la création en 2001 du programme national pour la promotion de cette médecine. À ce jour, plus de 80% des populations ivoiriennes ont recours aux médicaments traditionnels. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a recommandé mardi dernier d'interdire la vente de cigarettes électroniques aux mineurs, estimant que leur consommation posait de graves menaces pour les adolescents et les fœtus. Les experts se sont également prononcés pour une interdiction de leur consommation dans les espaces publics fermés. Vapoter, bientôt interdit dans les lieux publics, c'est en tout cas la volonté de l'Organisation mondiale de la santé. Dans un rapport, elle affirme que les cigarettes électroniques contenant de la nicotine sont réellement dangereuses pour les plus jeunes. Alors l'OMS préconise aussi d'interdire leur vente aux mineurs. La principale raison de ce besoin de réglementation est d'empêcher la promotion de ces produits auprès des non-fumeurs et des jeunes. Il s'agit également de réduire les risques pour la santé des consommateurs et de leur entourage, mais aussi d'éviter des affirmations non fondées concernant l'absence de danger pour la santé. En France, la vente de cigarettes électroniques est déjà proscrite aux moins de 18 ans. Sa consommation prohibée par la plupart des entreprises de transport. Partout ailleurs, le gouvernement n'a pas encore tranché. Pour ce vendeur, interdire le vapotage dans tous les lieux publics serait une erreur. Le fait d'interdire la cigarette électronique dans les lieux publics va assimiler la cigarette électronique à la vraie cigarette, ce qui est une erreur dans l'esprit des utilisateurs. Plusieurs villes américaines ont déjà interdit le vapotage dans les lieux publics. Suite à cette mise en garde de l'OMS, plusieurs pays pourraient aussi adapter leur législation. Seule certitude, le vapotage n'est plus considéré comme une pratique neutre et anodine. Hier, samedi 30 août, l'attention était portée sur les personnes disparues. Cette journée, instituée par l'ONU depuis 10 ans, vise à interpeller l'humanité sur la situation des personnes disparues, enlevées ou des personnes qui ont peut-être perdu la vie dans des circonstances difficiles. À la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, nos reporters nous font savoir que 14 enfants ivoiriens sont à la recherche de leurs parents disparus. Eve Boué, Chris Elunda et Franck Quadio. Ces 14 enfants ivoiriens sont à la recherche de leurs parents. Ce sont les derniers d'un groupe de plus de 800 enfants séparés de leur famille depuis la crise post-électorale de 2011. Des recherches coordonnées par le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge Côte d'Ivoire ont permis de réunir parents et enfants. La famille a toujours le droit de venir vers le CICR pour informer le CICR de cette disparition, même depuis le premier jour. Et puis, pour demander le soutien du CICR à localiser cette personne. Pour commencer, on peut aller de porte à porte dans le village d'origine
pour montrer la photo, voir s'il y a quelqu'un qui reconnaît cet enfant. On peut faire recours à des campagnes d'affichage de posters. Je montre par exemple ce poster ici. Ces posters ont été affichés dans des lieux publics. Ensuite, on a fait des recherches à travers une campagne d'annonce à la radio. Il y a encore une troisième campagne qui a été lancée au mois de juin. Il s'agit d'un site internet sur lequel le public peut aller voir les photos des enfants qui sont encore à la recherche de leurs parents. À la faveur de la commémoration de la Journée internationale des personnes disparues, une image interactive est postée sur le site internet du CICR. Cette image fait le point de toutes les actions menées dans les 73 pays où des cas de disparition ont été signalés. Un châle géant cousu par les familles de disparus recouvre en guise de symbole de solidarité le siège de Genève. Quand dit-on qu'une personne a disparu? À quel moment peut-on enclencher la procédure de déclaration de décès? Les proches d'une personne portée disparue sont-ils en droit de lancer cette procédure? Bref, qu'est-ce qu'une personne disparue? Élément de réponse dans ce reportage de Konesiaka, commenté pour vous par Victorine Yaoyobwe. La notion de personne disparue prête à confusion. De nombreuses personnes absentes sont considérées à tort comme des personnes disparues. Pourtant, la distinction est nette. Le commun des mortels confond la situation d'absence et la situation de disparition. L'absence est l'état d'une personne qui a cessé de paraître à son domicile et dont on n'a pas de nouvelles pendant au moins 4 ans. Cette situation est différente de la disparition. La disparition, la dernière fois qu'on voyait la personne, sa vie était en péril. Or, dans le cas de l'absence, elle a cessé de paraître pendant au moins 4 ans. Et contrairement à la disparition, où il faut obtenir un jugement déclaratif de décès, dans le cas de l'absence, on attend 4 ans avant de commencer à faire déclarer l'absence. À travers le monde, des centaines de personnes sont déclarées disparues. En Côte d'Ivoire, en absence de statistiques fiables, difficile d'apprécier l'ampleur du phénomène. Au département recherche du Comité international de la Croix-Rouge, des actions sont menées depuis la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Pour la recherche de toute personne séparée de la famille ou bien disparue, mais bien sûr en lien avec un conflit armé ou bien une situation de violence. Donc la famille approche le bureau le plus proche du CICR pour ouvrir ce qu'on appelle une demande de recherche ou bien une allégation d'arrestation. Ça dépend du cas. Si la famille a déjà une information comme quoi la personne a été arrêtée, donc on prend une allégation d'arrestation de la famille. Une demande administrative et juridique reste à la portée des ayants droit de ces personnes qui ont cessé de paraître dans leur environnement habituel. Les parents ne doivent pas rester les bras croisés. Il faut qu'ils saisissent les tribunaux pour faire déclarer judiciairement le décès des personnes compte tenu des circonstances. S'il se s'avère que ces personnes, alors la dernière fois qu'elles ont été aperçues, leur vie était en péril. La journée mondiale consacrée aux personnes disparues ce 30 août est un message fort aux gouvernants du monde entier afin que cessent les répressions de tout genre. C'est aussi l'expression de la compassion à l'endroit des parents et proches de ces personnes disparues. Autre chose à présent, comment fonctionne le nouveau système de gestion et de sécurisation du permis de conduire et autres titres de transport? Il fonctionne bien selon le directeur général du centre de gestion intégré. Ibrahima Kone l'a indiqué récemment devant la presse. Je rappelle que le centre de gestion intégré a été mis en place depuis 2 mois et il reçoit près de 1200 demandes de titres de transport par jour. Francis Boifo pour plus de détails. Il y a plus de 2 mois, la rumeur avait annoncé l'incapacité du CGI, centre principal de gestion intégré du ministère des Transports de Treichville, à satisfaire les demandes des usagers. Le CGI devrait recevoir pour les permis de conduire entre 400 et 600 demandes par jour. Ces demandes concernent l'édition et le renouvellement du permis de conduire. Aujourd'hui, nous recevons en moyenne entre 1000 à 1200 demandes par jour. Permis édité, nous avons dépassé le cap des 7500. Carte grise, nous avons dépassé le cap des 4000 cartes grises. Les auto-écoles, en termes de préenregistrement, aujourd'hui ont dépassé les 10 000 candidats. Ce qui montre que les auto-écoles se sont appropriés le nouveau système de gestion du permis de conduire, ajoute Ibrahima Kone.
Il est revenu sur les avantages liés à la réforme du transport terrestre et surtout à la création du centre de gestion intégré. Aujourd'hui, le système permet une gestion en temps réel au niveau national de l'ensemble des titres de transport. Aujourd'hui, la tarification a baissé. L'autre promesse de M. le ministre des Transports, c'est que très rapidement, l'infrastructure administrative avec les centres de gestion intégrés à déployer à l'intérieur du pays va se faire. Pour désengorger le centre principal de gestion intégrée de Treichville, plusieurs centres sont ouverts à l'intérieur du pays et d'autres en construction. Aux usagers, le directeur général du centre de gestion intégré demande la patience. Au Sénégal, depuis la confirmation vendredi de la présence à Dakar d'un étudiant guinéen infecté par le virus Ebola, les autorités sénégalaises et guinéennes ont tenté de retracer son itinéraire pour stopper une éventuelle propagation de la maladie. Direction la République démocratique du Congo pour parler de l'affaire Chebeya qui est devant la Cour suprême de Kinshasa et qui devrait être bientôt devant la justice sénégalaise. L'affaire Chebeya devant la Cour suprême de justice à Kinshasa. Le procès en appel des assassins présumés de ce défenseur des droits de l'homme congolais est suspendu depuis plus d'un an. La partie civile a pointé de nombreuses irrégularités et demande au juge de la Cour suprême de se prononcer sur le caractère inconstitutionnel de ce procès. Après délibération, la Cour suprême s'avoue incompétente. C'est la déception pour les familles de victimes. Mais elles n'ont pas dit leur dernier mot. Elles ont lancé en parallèle une procédure judiciaire au Sénégal. Que ce soit au Sénégal, que ce soit ici, c'est la même affaire Chebeya, toujours et Bazana. Nous avons besoin d'aller intervenir là-bas parce que, vous savez, nous qui avions suivi ces procès du début jusque là où nous sommes, nous avons quand même beaucoup d'éléments à verser ou à échanger avec nos confrères qui vont s'occuper de ces dossiers au niveau du Sénégal. La plainte déposée au Sénégal vise un policier accusé qui s'est enfui à Dakar. Ce témoin clé a assisté au meurtre de Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana, mais n'a jamais été entendu par la justice congolaise. La défense fustige cette initiative. On glose sur le fait que le Sénégal va se saisir d'un problème congolais et pour, à 3 ou 4 000 kilomètres de distance, trancher là où tous les éléments, je dis bien tous les éléments, sont ici. Et on dit ça sur base de la compétence universelle. Mais cette compétence universelle, elle est basée sur quoi? Au local de la Voix des Sans-Voix, on reste mobilisé. 4 ans après l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, les membres de l'ONG discutent de la nouvelle stratégie. Ils ont toujours douté du système judiciaire congolais et fondent aujourd'hui tous leurs espoirs dans la justice sénégalaise. Pour terminer, rendons-nous au Yémen, en Afghanistan et au Nicaragua. C'est l'actualité planétaire, c'est en bref et en images. Des dizaines de milliers de partisans de la rébellion chiite et du gouvernement yéménite ont organisé vendredi des manifestations rivales à Sanaa, la capitale du Yémen, alors que se poursuivent les tractations entre les deux camps. Dans le nord de la ville, les partisans de la rébellion chiite se sont rassemblés sur la route menant à l'aéroport, alors qu'au sud, ce sont les fidèles du gouvernement qui ont défilé, apportant ainsi leur soutien au président Rabo Mansour Hadi. Le Conseil de sécurité a appelé les rebelles à cesser les actions armées contre le gouvernement et a demandé aux pays étrangers, allusion à l'Iran, de s'abstenir de toute ingérence au Yémen. En Afghanistan, 6 personnes ont été tuées samedi, dont des membres des services secrets, lors d'une attaque suicide des talibans et d'échanges de tirs à Jalalabad, dans l'est du pays. 2 hommes ont fait exploser leur véhicule aux portes du bureau local du NDS et 6 autres ont ensuite ouvert le feu, faisant 7 blessés parmi les agents et 33 parmi les civils. Les talibans cherchent à déstabiliser le fragile État afghan en pleine crise politique autour de la désignation du nouveau président pour succéder à Hamid Karzai. Malgré une mise en examen en France pour son rôle présumé dans un arbitrage en faveur de Bernard Tapie en 2008, le FMI a renouvelé sa confiance à Christine Lagarde en la reconduisant dans ses fonctions de directrice générale de l'organisation qui représente 188 États membres.
Tout au long de l'enquête et des auditions de l'ancienne ministre des Finances de Nicolas Sarkozy, le FMI n'a cessé d'apporter sa confiance à celle qui a pris la tête de l'institution en 2011 après la démission forcée de Dominique Strauss-Kahn. Les 20 mineurs coincés depuis jeudi dans une mine d'or à 800 mètres de profondeur après un glissement de terrain près de la ville de Bonanza, au nord du Nicaragua, ont été secourus dans la nuit de vendredi à samedi. On déplore 2 victimes. Le glissement de terrain s'est produit après de fortes pluies dans la zone et a bouché le tunnel d'accès à cette mine artisanale. Bonanza fait partie du triangle minier du Nicaragua, zone où se trouvent les plus importants gisements d'or du pays. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI. Certains, ça peut être une journée effrayante, mais la clé pour survivre, c'est de savoir si vous êtes prêts ou non. Eh bien les gars, est-ce que... Une fille, c'est une première. Je m'étais inscrite en sciences et vie, mais je vais vous dire, j'adore ces outils. Oh, voilà un visage volontaire et un état d'esprit que j'aimerais voir un peu plus souvent dans... Ça aussi, c'est une première.